C'était pendant mon master que je me suis beaucoup intéressée à la manière dont le cerveau va décrypter les interactions sociales. Donc à l'époque, j'ai fait des stages de recherche sur cette thématique. J'ai eu l'occasion de rencontrer des chercheurs qui travaillaient sur les interactions sociales dans l'autisme et puis surtout des personnes autistes qui venaient pour participer à des expériences au laboratoire. Après des discussions vraiment fascinantes avec eux et avec ma future directrice de thèse, j'ai décidé de commencer une thèse sur l'autisme, mais plus sur le versant perceptif que social. Je fais des recherches en neurosciences qui visent à comprendre comment les personnes autistes perçoivent l'environnement. Il a été longtemps difficile de trouver une théorie qui puisse vraiment expliquer l'autisme et non pas un seul de ses symptômes. Mais il y a des théories plus récentes qui tentent justement de faire ça. Elles reposent sur ce qu'on appelle le cerveau prédictif. C'est l'idée que notre cerveau est toujours proactif. Il va toujours essayer de prédire, d'anticiper chaque chose, par exemple chaque mot que je vais dire dans la prochaine seconde. Et il peut faire toutes ces prédictions grâce à nos a priori qu'on a pu apprendre grâce à notre vie, de tout ce qu'on a vécu, vu ou appris. Et ces a priori vont nous permettre de savoir à quoi s'attendre et donc de minimiser l'effet de surprise. Et dans l'autisme, les hypothèses suggèrent que les personnes autistes ne moduleraient pas vraiment leur niveau de surprise, donc un peu comme si elles étaient autant surprises ou chamboulées par un petit ou un énorme changement. Les autres hypothèses suggèrent aussi que dans certains contextes, les personnes autistes auraient du mal à mettre à jour leurs a priori et qu'elles auraient des a priori qui seraient très spécifiques. Mais du coup, le problème, c'est que si on a des attentes qui sont extrêmement précises, alors forcément la réalité sera toujours un peu différente de leurs attentes et donc la moindre petite variation va être perçue comme un gros chamboulement. Le monde des personnes autistes leur paraîtrait vraiment imprédictible. Et en particulier, dans les situations qui vont être changeantes comme les interactions sociales par exemple, ça va être difficile de réussir à traiter ce trop-plein d'informations assez imprédictibles. Et du coup, le fait de se tourner vers des intérêts restreints ou des comportements répétitifs, le fait d'avoir une routine beaucoup plus cadrée, ça pourrait être un moyen pour eux de restaurer de la prédictibilité dans leur monde qui paraît trop imprédictible. Donc, en bref, mon but, c'est de tester les théories du cerveau prédictif dans l'autisme et d'en comprendre les bases cérébrales. Des médecins, des informaticiens, des psychologues cliniciens, des chercheurs en neurosciences. Et de manière générale, les projets vont être assez interdisciplinaires parce que moi-même aussi, j'ai une licence en biologie moléculaire, des masters en biosciences, un doctorat en neurosciences et un post-doctorat en psychologie. Mes projets mêlent un peu le tout, donc sciences cognitives, neurosciences, psychologie et aussi un peu de modélisation et de biologie. L'acquisition des données en tant que telle, ça se fait au niveau local, dans mon université. Mais ensuite, comme la plupart des chercheurs, j'ai l'occasion de pouvoir diffuser mes recherches et d'échanger lors de conférences, par la publication d'articles ou par le simple fait que je suis allée poursuivre mes études que je suis en train de mener pendant mon post-doctorat du coup en Belgique maintenant. Donc ça permet un peu d'étendre ce projet aussi à l'international. Quand j'étais en France, on a principalement sollicité les centres ressources autisme, les CRA. Et maintenant, je suis en Belgique, donc je travaille surtout avec l'université et l'hôpital, où il y a un centre de diagnostic d'autisme et un centre d'imagerie cérébrale. Et on est aussi en lien avec certaines associations locales, par exemple pour des événements de diffusion des connaissances. Généralement, la première phase, ça va être de commencer par caractériser le comportement. Donc on utilise des expériences comportementales pour étudier comment les personnes peuvent apprendre des a priori. Et ensuite, on va passer en imagerie cérébrale pour pouvoir voir ce qui se passe dans le cerveau. Et je vais toujours faire ça auprès d'un groupe de personnes dites contrôle, qui n'ont pas d'autisme, et un groupe de personnes avec autisme pour pouvoir les comparer. Ensuite, j'utilise aussi la spectroscopie par résonance magnétique. Donc ça, c'est une autre méthode d'imagerie qui va permettre justement de regarder les concentrations en neurotransmetteurs dans certaines parties du cerveau. Et enfin, j'ai utilisé des questionnaires pour essayer de lier les problèmes rencontrés dans la vie quotidienne avec ces résultats qu'on a observés d'un point de vue comportemental, d'imagerie cérébrale ou moléculaire. Mes recherches tentent à montrer qu'un fonctionnement atypique du cerveau prédictif serait au cœur des symptômes dans l'autisme et mènerait à une perception du monde qui serait assez imprédictible pour eux.
Donc je pense que ces recherches peuvent contribuer d'une part à une meilleure compréhension de l'autisme, mais aussi à permettre de percevoir l'autisme plutôt comme une différence de fonctionnement, comme une perception unique ou atypique, plutôt que défectueuse. Ça leur permet déjà de comprendre un peu mieux comment ils fonctionnent eux-mêmes, pourquoi ils sont en difficulté dans certaines situations, mais aussi pourquoi ils peuvent être avantagés dans d'autres situations. Il y a eu beaucoup de théories farfelues sur l'autisme, par exemple des théories psychanalytiques qui remettent la cause sur quelqu'un. Donc je pense que c'est assez important d'insister sur le fait que l'autisme est un trouble neurodéveloppemental. Donc c'est important de vraiment formuler des théories qui soient complètes sur ce point de vue-là. Avec une meilleure compréhension de l'autisme, on pourrait par exemple identifier les contextes qui leur conviennent le mieux ou les types d'apprentissage qui vont leur permettre d'apprendre des prédictions qui soient un peu plus optimales. On peut permettre de sensibiliser plus aux différences entre individus, qu'elles soient dues à des spécificités, à des troubles ou à des maladies, et que ça pourrait contribuer justement à ce que chacun soit traité avec un peu plus de tolérance et d'égalité.